tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette édition des 24 heures du Mans 2021. Une course qui a été encore très sympa. De toute façon les 24 heures du Mans, je crois qu'il y a quand même peu d'éditions qui ont été chiantes, même si la bagarre en hypercar n'a pas été excellente. Il y a quand même eu pas mal de suspense géré à cause de plusieurs paramètres. On a eu une magnifique course en LMP2, en GTA, en GT Pro également. Ça a été très intéressant. Donc on va revenir sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, également des vidéos qui sortent sur d'autres domaines que l'endurance, notamment le cyclisme ou les Jeux paralympiques. On va faire pas mal de vidéos à partir de demain soir. Bon, dans ces 24 heures du Mans, ce que j'ai pensé, moi, mon avis sur cette édition, c'est que ça a été très sympa. Je m'attendais pas à grand chose en hypercar. Je vais pas vous mentir que j'avais dit dans les commentaires, si Toyota n'a pas de problème de fiabilité, je ne voyais pas comment Alpine pourrait chercher la gagne. Les premières heures de course ont été très très animées. Ce départ sous la pluie, alors bien entendu, moi j'aurais aimé qu'on ne prenne pas autant de tours de formation d'extra lap, parce que c'est vrai que c'est de l'endurance, donc on va pas. Enfin, il y a un moment, il fallait partir. Je trouve que 2 tours de formation en plus, c'était trop. C'était trop. On a perdu un quart d'heure de course en plus avec ce phénomène-là. Moi j'aurais voulu que le départ des 24 heures ça soit à 16 heures et pas derrière safety car. De toute manière c'est des départs lancés, et en plus est-ce que ça a évité un crash au premier virage? Non, ça n'a absolument rien évité. On a eu un départ assez chaotique, un premier tour assez chaotique pour tous les pilotes, donc le fait d'avoir fait en plus 2 tours de formation en plus, ça n'a absolument rien apporté. Donc pourquoi le faire? Mais on a eu des premières heures de course très animées avec pas mal d'averses. Qui ont des averses qui étaient souvent plus importantes que prévu en plus, parce qu'au départ ça devait être de la petite pluie, de la pluie légère, puis on a eu des très grosses averses sur les courses. Moi j'ai adoré la bagarre en LMP2, parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas en plus à ce que WRT soit autant au-dessus de Jota. Surtout qu'en fin de course, Jota revenait quand même avec, en plus à 28, on s'attendait plutôt à ce que ça soit l'autre voiture de Jota, la 38, qui soit plus rapide, avec notamment Antonio Félix d'Acosta, mais il y a eu pas mal de soucis, notamment Davidson qui est resté tanké dans un bac à gravier. On reviendra sur la course des LMP2. Et puis en GT, ça a été animé, même si on a eu des éditions en GT qui ont été plus animées que cette édition 2021, mais j'ai passé une belle course, voilà, très clairement, sur ces 24 heures du Mans. Le bilan de la chaîne L'Équipe, puis ensuite on reviendra catégorie par catégorie sur ce qui s'est passé. Je trouve qu'ils ont fait du bon travail, plutôt du bon travail. Tout n'a pas été parfait du côté de la chaîne L'Équipe, mais déjà on a eu beaucoup plus d'heures de diffusion de la course qu'à l'époque de France Télévisions. En plus, on a réussi à éviter Céline Rousseau. Alors là, moi, c'était mon rêve, parce que Céline Rousseau avait commenté l'année dernière les 24 heures du Mans, pour ceux qui ne sauraient pas, et elle s'y connaît autant sur les 24 heures du Mans qu'en cyclisme. Voire peut-être pas s'y connaît mieux en cyclisme que sur les 24 heures du Mans. Je dis, alors on va me dire encore, je dis ça parce que c'est une femme. Non, il y a des filles aujourd'hui qui sont très compétentes dans le journalisme sportif. Moi, je pense notamment à Cécile Gray qui fait du bon travail, notamment du côté du rugby. Je pense à Laurie Delestal. Je pense à Céline Géraud sur le judo, bien entendu. Je pense aussi à Claire Briconne qui fait du bon travail au niveau du cyclisme sur la chaîne L'Équipe. Il y a aussi je pense à Claire Briconne, si je l'ai déjà dit.
Ah ouais, là, on va me faire des vannes. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de filles qui sont compétentes aujourd'hui pour commenter les courses. Je pense notamment à la fille de la chaîne L'équipe qui commente aussi le football, qui est très bien aussi. Mais vous avez des Céline Rousseau qui, on se demande ce qu'elles foutent là. Et c'est vrai que moi, je trouve que Céline Rousseau, par exemple, ça ne donne pas une bonne image des journalistes sportifs féminines, alors que vous avez des... Bah tiens, Virginie Fulpin, je pense, qui fait le flash le matin sur Europe 1, le journal des sports, c'est très bien aussi. Mais vous avez des cas comme Céline Rousseau qui gâche tout. Et ça, c'est un peu dommageable, je trouve. Mais du côté... de la chaîne L'équipe, donc ils ont fait du bon travail avec... Bon, alors on a eu quand même des trucs qui marchaient pas, je trouve, qu'il faudra améliorer pour l'année prochaine. Déjà, bon, ils ont pris une fille dans les stands qui était anglaise, mais qui les 3/4 du temps, en fait, se retrouvait dans des stands avec des Français. Des mecs qui parlaient en français. Donc, on voyait bien qu'elle était anglaise. Je parle anglais comme une vache espagnole, donc autant vous dire que je sais le truc, mais bah, c'était peut-être pas la personne idéale. Il aurait peut-être fallu la mettre que dans des stands où ça parlait anglais. Ça se serait moins senti, surtout qu'elles étaient deux. Donc dans ce genre de cas, moi j'ai trouvé que les personnes dans les stands n'étaient pas super. Pas de chance, ça va être encore des filles. Parce que je trouve qu'il y en a quelques-unes, tu sentais qu'elles s'y connaissaient pas des masses aux 24 heures du Mans. Et qu'il fallait pas taquiner trop. Alors la fille qui était anglaise s'y connaissait. Mais le problème, c'est que l'accent, au bout d'un moment, ça te fait sortir des trucs. Enfin, moi, je trouve que quand l'accent est trop présent et gêne à la compréhension, c'est un problème. Si l'accent gêne absolument pas la compréhension, les mecs qui disent rose, bon, bah, ça m'énerve, mais ça gêne pas, on va dire. Les gens qui disent rose, qui disent chocolatine, de Garonne, comme ça, c'est pas un problème. Mais quand ça gêne la compréhension, et je trouve que c'est un souci. Et là, ça gênait, je trouve, la compréhension. France Piron nous a fait du France Piron. Alors, France Piron a fait, comment dire, Martine à la plage. C'est-à-dire, j'avais l'impression que c'était Martine se balade aux 24 heures du Mans. Et c'est bien entendu le genre de truc qu'on n'aurait absolument pas confié à un mec. Tu vois, le sexisme, des fois, dans les médias, reste important. Parce que la fille qui se balade sur les 24 heures du Mans pour faire les à côté, bien entendu, c'est une fille. Hein, le journaliste qui regarde les à côté, c'est pas un mec. Pourtant, il y a des mecs qui auraient pu le faire, ça aussi. Donc, voilà. Ben non, c'est mieux quand c'était une fille. Voilà. Je suis sûr que c'est ça en plus à la direction de la chaîne d'équipe. Je trouve ça un petit peu sexiste. Et puis, moi j'ai bien aimé, bien entendu, les commentateurs. Je pense à Marc Minary. Moi j'ai toujours bien aimé Marc Minary, sauf Anthony Drevet. Mais moi j'ai un problème avec Anthony Drevet depuis des années. Par exemple, Anthony Drevet va t'expliquer ce que c'est l'aspiration, alors que si tu t'es pointé sur la chaîne L'équipe pour regarder les 24 heures du Mans, si tu vas sur la chaîne L'équipe, c'est que t'aimes le sport. Donc tu sais ce que c'est le phénomène d'aspiration. Et puis dans ce cas-là, bah, il aurait mieux fallu que les gens posent des questions sur un hashtag l'équipe Le Mans ou l'équipe 24 heures. Moi j'ai trouvé ça stupide d'expliquer parce que tout le monde le sait normalement. Enfin voilà, si tu regardes les 24 heures du Mans sur la chaîne L'équipe, c'est que tu as fait le choix de faire la 21. C'est pas comme avant les 24 heures du Mans sur France Télévisions, où oui, tu peux tomber sur les 24 heures du Mans par hasard parce que tu mets la 2 et que tu pensais qu'il y avait un autre programme à la place et que tu vas regarder les 24 heures du Mans parce que tu as perdu ta télécommande. Mais là, quand tu fais le choix de faire la 21, c'est un choix que tu fais. C'est comme les mecs qui commentent et qui veulent tout expliquer, mais Anthony Drevet fait la même chose sur Canal+, quand il commente la F2. J'ai payé un abonnement à 40 balles et je regarde donc la F2 en me prenant un abonnement à 40 balles pour avoir Canal Plus Sport. C'est pas pour qu'on m'explique ce que c'est l'aspiration. Je veux avoir du commentaire un peu plus spécialisé parce que je fais l'effort de payer 40 boules pour avoir Canal Plus Sport. Donc ça veut dire que je m'y connais déjà en sport. Tu peux pas commenter de la même manière sur une chaîne payante comme Canal Plus Sport que sur la chaîne L'équipe, mais tu peux pas commenter de la même manière sur la chaîne L'équipe que sur France Télévisions. Et je trouve que Drevet, à chaque fois, il commente comme à France Télévisions. Donc c'est terrible. Pour tout vous dire, anecdote,
Oui, je sais que vous aimez bien ça dans les commentaires. Avant, je regardais la course. Bon, il y avait ma soeur dans les parages. Ma soeur regarde, comme moi, je regarde tout le temps du sport, bien entendu. Elle regarde un petit peu du sport, mais c'est pas sa passion, le sport. Et c'est tombé à ce moment-là, quand il y avait le mec, donc Anthony Drové, qui expliquait l'aspiration. Il m'a dit, mais tout le monde connaît ce que c'est le phénomène d'aspiration. Bah oui. C'est complètement con quoi d'expliquer des phénomènes comme ça. Et Anthony Drové, il commente comme s'il était sur France Télévisions, sauf qu'il est sur la chaîne Équipe. Tu peux pas commenter de la même manière. Vraiment, c'est un problème. Bon, on va passer. Mais sinon, le reste était bien fait. Je trouve que Messaoud Bentarki, les invités qu'ils avaient en plateau également, c'était très bien, comme Djengui Kanaos, c'était très bien fait. Par contre, il y avait des trucs où c'était moins bien. Je trouve que par exemple les images dans les stands, j'aurais aimé un peu plus, ça soit un peu plus poussé au niveau des interviews quoi. C'était des interviews un peu bateau, on n'avait que des poncifs parce que les questions étaient connes. J'aurais aimé avoir des questions un peu plus intéressantes quoi. Et on va me dire encore que je suis machiste, mais non, je trouve qu'il y a des filles qui font très bien le travail. Sauf que là, et puis les reportages avec France Pirot, ça faisait vraiment. Mais j'ai bien aimé par exemple les reportages qu'ils ont fait dans Signature. Ça, je trouve que c'était très bien à Bourges. Je dis pas ça parce que je suis du Cher. On continue. Donc on passe au hypercar. Le bilan des hypercars sur ces 24 heures. Toyota, la 7 gagne devant la 8. Toyota est un petit peu intouchable sur cette course. Et pourtant, ils ont eu des problèmes techniques, notamment des problèmes de pompe à essence, des problèmes électroniques sur cette voiture. Ils ont crevé également plusieurs fois avec la Toyota, mais ils avaient une telle marge au niveau temps autour qu'ils pouvaient se le permettre. Et puis la 7 a eu l'avantage, c'est d'avoir un début de course plutôt tranquille. La 8 a été touchée par la voiture de Glickenhaus, la voiture d'Olivier Plat. Derrière, vous avez l'Alpine qui fait une erreur. Donc, dès le premier tour de course, il a 20 secondes d'avance avec la 7. Donc, il a pu tout de suite se mettre dans un rythme de croisière. Dès son premier relais, il avait une marge en fait sur toutes les autres voitures, donc il était tranquille. Après, c'était juste la fiabilité qui pouvait les gêner. Ils ont réussi à limiter au maximum ces problèmes de fiabilité et que ça ne soit pas des gros problèmes. C'est-à-dire le problème de pompe à essence, ils pouvaient quand même rouler et ils ont réussi à trouver un patch, je pense, électronique. C'était un problème au niveau de l'ordinateur de bord et on a vu qu'au bout de une heure et demie à peu près, ils ont réussi à trouver une solution. Mais il faut quand même se dire qu'ils ont passé beaucoup plus de temps au stand que l'Alpine. Je crois que c'était de l'ordre de 5 ou 6... Enfin, il y a eu un vrai écart au stand. Mais il y avait une telle marge en termes de chrono que c'était impossible pour eux d'aller les chercher. Du côté d'Alpine, la course, dommage, le tête à queue de Nicolas Lapierre, encore il coûte 40 secondes, je pense, ce tête à queue-là. C'est surtout Mathieu Vaxivière dans le bac à gravier. Là, ça coûte un peu plus pour Alpine, donc là, c'est beaucoup plus... Je trouve que cet accident-là leur fait perdre beaucoup plus de temps du côté d'Alpine, mais sinon ils font une très belle course. Alpine ils font une très belle course, l'équipe technique n'a pas fait d'erreur au stand, ils ont passé très peu de temps au stand, pas de problème de fiabilité sur cette voiture, mais ça on savait que avec cette voiture qui est l'ancienne Rébellion, il n'y aurait pas de souci avec cette mamie. Non, ils ont fait du très très bon travail, Alpine. Ils sont tombés sur beaucoup plus fort qu'eux et sur une équipe qui a plus de moyens qu'eux aussi. Toyota, c'est des gros moyens. Alpine, c'est beaucoup en dessous. Si vous voyez la taille de l'usine pour passer quelques fois, quand je vais à Bourges, devant l'usine Signature, je peux vous dire que c'est une usine qui est toute petite par rapport à... C'est pas l'usine Cologne de Toyota, c'est bien en dessous. Donc... forcément, c'est beaucoup plus compliqué pour être performant. Et puis, on espère que Alpine restera en endurance. Moi, je pense qu'il y aurait, pour le groupe, l'entité Renault-Nissan, l'alliance Renault-Nissan, il y aurait un championnat qui serait intéressant. Il y aurait les LMDH seraient intéressantes parce qu'ils pourraient courir à la fois en Europe sous l'appellation Alpine, mais en même temps aux États-Unis, peut-être sous l'appellation Nismo ou sous l'appellation Nissan Sport. Ou voilà, ils pourraient rouler avec deux appellations différentes et ça pourrait être pas mal pour Alpine. Je pense qu'ils sont intéressés plus par le LMDH que par l'hypercar. C'est mon avis. On continue et on termine du côté des hypercars avec Glickenhaus. Très bon travail de Glickenhaus. Là aussi...
du côté de la 708, on peut regretter le temps perdu par le contact lors du premier tour. Et par le changement de pare-choc, parce qu'ils étaient tellement proches de l'Alpine pendant très longtemps. Ils finissent à moins d'un tour de l'Alpine quand même. Hein. Très bon travail de la part de cette voiture, de l'équipe de John Glickenhaus, qui a fait vraiment une course fantastique, la 708, avec notamment Olivier Pla et moi je pense surtout à Franck Mailleux, à Derani, parce qu'on savait qu'Olivier Pla était rapide et performant, mais Derani c'était vraiment un peu sorti de nulle part. Puis Franck Mailleux, c'est depuis longtemps qu'il n'était pas allé au Mans, et surtout c'était depuis longtemps qu'il n'était pas sur une voiture, on va dire aussi puissante, et ils ont fait vraiment du très très bon travail, il faut le saluer, et ils finissent surtout devant la 709, pourtant voiture d'expérience, avec Ryan Briscoe, Romain Dumas notamment, mais avec beaucoup d'erreurs de Richard Westbrook sur la 709, qui je pense... est-ce qu'il restera dans cette équipe Glickenhaus, mais on peut saluer quand même ce qu'a fait John Glickenhaus. Il y a un an, il n'y avait même pas de voiture. Ils ont réussi à concevoir une voiture en un an. Mais pourquoi ils ont réussi à être performants du côté de John Glickenhaus et qui sont attachés les services d'entreprises performantes et qui sont habitués à faire des moteurs de course, notamment Pipo Moteur, qu'ils ont fait une voiture en fait assez simple, mais qui fonctionne bien. Et puis leur programme pour arriver aux 24 heures du Mans a été intelligent. C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu brûler les étapes. Donc chapeau, le Glickenhaus Racing. Du côté des LMP2, dommage pour le doublé du côté de Team WRT. Robin Fringe, Ferdinand Asberg et Charles Milesi, le jeune français Charles Milesi, qui ont donc remporté cette catégorie. Dommage pour la deuxième voiture du Team WRT qui avait fait une course vraiment sans aucun problème. La voiture de Robert Kubica, Louis Delettra y est fait. En plus, ça aurait été une belle histoire avec Robert Kubica qui gagne les 24 heures du Mans dans la catégorie LMP2. Donc, il s'impose devant la Jota de Sean Gelael, Stoffel Vandoorne et Tom Blomqvist, avec un énorme Tom Blomqvist. C'est vrai qui a été très performant, le Suédois. Et puis troisième dans cette catégorie, c'est la Panis Racing numéro 65 de Julien Canal, Will Stevens, James Allens. Peut-être un peu moins rapide cette voiture-là, mais qui n'a pas fait de bruit en fait. Voilà, elle a été un peu moins régulière, surtout dans ses chronos. C'est pas un peu moins rapide, c'est un peu moins régulière. C'est vrai que la voiture du team WRT, son meilleur tour c'est 3,33, alors que le meilleur tour de la Panis Racing c'est 3,31, 0,87, donc il y a quasiment 2 secondes, plus de 2 secondes d'écart. Par contre, qu'est-ce qu'elle a été régulière, cette voiture du team WRT, et encore plus la voiture de Louis Delettra et de Robert Kubica, mais qui a eu un problème technique dans le dernier tour, et ça c'est toujours terrible. Ça m'a rappelé les images notamment de chez Toyota, et on sentait bien que du côté des directeurs du team WRT, on était vraiment très très triste pour cette deuxième voiture, et qu'on avait beaucoup de mal à se réjouir de la victoire. Du côté d'Audi, on doit se réjouir aussi que WRT s'en soit aussi bien sorti sur ses courses de 24 heures. Ça va rassurer, peut-être en LMDH, pour peut-être faire confiance à cette équipe-là plutôt qu'en formation habituelle qui a emmené des Audi. Et puis, bien entendu, même pour d'autres constructeurs, le team WRT a fait du bon travail devant Jota. Toujours une équipe aussi performante. Jota Sport en LMP2, c'est une équipe qui a 15 ans d'expérience, plus de 15 ans d'expérience dans cette catégorie-là, qui a toujours très très bien performé avec des équipages performants, même si c'est pas l'équipage le plus rapide qui a gagné cette course. C'est vrai que l'équipage de Antonio da Costa, de Anthony Davidson et Roberto Gonzalez était beaucoup plus rapide. Ils dominaient même le début de course, ils étaient très très performants au début de course, mais il y a eu l'erreur d'Anthony Davidson, et puis ensuite ils ont vraiment diminué de rythme au fur et à mesure de la course. On peut noter également la déception pour United Autosport, avec notamment la 32 et la 23 je crois, qui se sont rentrés dedans. La 23 qui arrive quand même à finir 4e, avec notamment Paul Di Resta dans cette voiture. L'Inter Europol Compétition qui finit 5e. Surprise, cette voiture avec Ranger van der Zande, Jakub Niekowski et Alex Blondel.
Donc ça c'est un peu la surprise du chef. Idexport qui arrive quand même à sortir 6e avec la voiture de Paul Lafargue, Paul Louchatin et Patrick Pilet, même si le week-end a été extrêmement difficile pour cette équipe avec la 48 qui a visité pas mal de fois le bac à gravier sur les premiers tours de course, et puis il y a la 17 qui n'a même pas pu participer à la course, et J-Drive qui ont été un petit peu décevantes, la première est seulement 7e. Et puis on a 8 et 9, donc la voiture du Ducati Engineering 9e, et Dragon Speed première en LM P2 amateur, Am Pro, Pro-Am pardon plutôt, avec Juan Pablo Montoya qui finit devant la voiture du Real Team de Norman Nato, Loïc Duval et Esteban Garcia dans cette catégorie. On termine avec les LM GTE Pro, victoire donc d'Alexandro Pierguidi, James Calado comme le Degar, qui n'ont jamais vraiment été menacés totalement par la Corvette. La Corvette était plus rapide, mais passait plus de temps au stand. Il pouvait, la Ferrari arriver à faire un tour de plus que la Corvette dans ses arrêts au stand, et c'est vraiment cet avantage-là qui a permis à Ferrari d'être devant, parce que la Corvette était plus rapide en vitesse de pointe et aussi en course, mais tout simplement elle devait passer plus de temps au stand. Mais Corvette qui a fait un beau retour, je trouve, quand même aux 24 heures du Mans. Et puis du côté des LM GTE Pro, Porsche plus en difficulté, la 92 qui finit devant la 91, qui a fait pas mal d'erreurs, la 91 notamment au volant, avec Fred Makowiecki qui a complètement explosé le fond plat arrière à un moment, image assez impressionnante. On notera quand même qu'il y a simplement 4 voitures qui ont fini, on va dire, qui se sont joués la gagne dans cette catégorie à l'arrivée. C'est quand même un petit peu triste, et je pense que les GT3 devraient arriver beaucoup plus vite qu'en 2024. Je crois, faudrait que ça arrive dès l'année prochaine pour moi, ou 2023, et ça va arriver un peu tard. Du côté des LM GTAM, on peut noter la belle course de François Perraudot, Niklas Nielsen et Alessio Rovera, avec un énorme Niklas Nielsen qui a resté très très longtemps dans la voiture, ce jeune pilote danois, donc qui remporte cette catégorie. Il a encore victoire pour AF Corse devant la voiture du TS Sport de Ben Keating, Dylan Pereira et Felipe Fraga. Aston Martin, donc qui misait dans cette catégorie, qui misait tout sur cette catégorie-là et qui n'a pas réussi à s'imposer. Et puis on notera la 3e place du Iron Leaks de Matteo Cressoni, Reno Mastronardi et Callum Elliott, l'ancien vice-champion de F2 l'année dernière. On notera également la place assez lointaine de Raël Fry, Sarah Bowie et Michel Getting, qui était l'un des 2 équipages entièrement féminins, qui avait des grosses ambitions, mais qui a eu des petits soucis techniques sur cette voiture, qui finit quand même devant la 2e voiture du AF Corse chez les LM GTE Pro, celle qui finit à la 37e place de Daniel Serra, Miguel Molina et Sam Byrne au général, 37e place. Bon, on va parler des voitures qui ont eu un week-end compliqué, notamment celle de United Autosport, donc la 22, celle notamment de Felipe Albuquerque qui a eu une semaine difficile en voiture. Julien Loher également et Dominique Bastien qui partaient pourtant en pole position, mais qui finissent simplement 42e au général. Ils ont une course difficile chez Dempsey. Avec l'homme à la magnifique chevelure, pas que DMC, mais voilà, un week-end difficile, bien entendu. La voiture de Robert Kubica, Louis Deletra et Yefe, qui jusqu'à ce dernier tour avait fait une course vraiment incroyable et sans aucun problème. Bien entendu, la voiture de Reddy Competition qui a cassé son moteur, celle de Felipe Nasser, Ryan Cullen et Oliver Jarvis, et puis toutes ces voitures qui ont abandonné. L'image, je pense, de ces 24 heures du Mans, ça restera cet accident pour la numéro 1 de Tatiana Calderon, Sofia Flörsch et Beichke,
j'arrive pas à le dire, Visser, parce qu'avant c'était Nadine Visser, mais elle n'est plus dans cette voiture-là, sur la numéro 1, quand Sophia Flörsch était au volant, qui s'est fait percuter par la Ligier en LMP2, la seule Ligier qui était en LMP2 du Racing Team India Eurasia. Donc vraiment une image qu'on n'aime pas voir, hein, c'est T-Bone Crash, donc c'est crash où vous êtes déjà crashé une fois et puis vous vous refaites percuter, c'est ce qu'on appelle un T-Bone Crash, c'est vraiment très dangereux, et cette voiture voilà, qui n'a jamais pu repartir, ou encore la voiture de Paul Dalla qui a quand même énormément visité les bacs à gravier, la 98, et qui a été le premier abandon de la course. Ou encore la voiture de Roberto Merri, la J-Drive, qui a eu également pas mal de problèmes, ou la Cetilla Racing qui a eu percuté à très forte vitesse quand même le virage du Tertre Rouge, qui a été, je pense, le virage où il y a eu le plus de crash dans cette course. Il y a eu, je crois, 14 abandons dans ces 24 heures du Mans, c'est-à-dire un petit peu plus que lors de la dernière édition, notamment la voiture de Matteo Chiroli, en GTAM, qui pourtant avait fait un bon début de saison, ou deux voitures en GT Pro, hein, celle de Dries Vanthoor et celle de Lorenz Vanthoor, les deux frères qui n'ont pas fini cette course en LM GTE Pro. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve l'année prochaine pour les prochaines 24 heures du Mans. Allez, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis il y a plein d'autres choses, plein d'autres rendez-vous sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao.